9 à 10 millions de morts, dont 1 325 000 morts pour la France, 1470 morts guadeloupéens, 20 millions de blessés, 6 millions de veuves, 5 millions d'orphelins, 22 morts pour Saint-François. Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Tout papa a pleuré, Timonayo, désolé, Léoné, Léoné, arrête-moi, au moins Léoné, Hey Clem, ça va? Qu'est-ce que t'as dans la boîte? Des chaussures? Non, c'est une vieille boîte que j'ai trouvée chez mon grand-père hier. Regarde. T'es sûre? Non. C'est quoi cette lettre? D'où ça vient ta lettre? Je sais pas, du grenier, je crois. Tu sais quand est-ce que ça a été écrit? Tu sais c'est quoi? 15 juillet 1916. C'est pendant la Première Guerre mondiale, ça, non? Ouais, c'est pendant la Première Guerre mondiale, ouais, 14. Putain, c'est vieux. Tu m'étonnes. C'est pendant la Première Guerre mondiale, tiens. Bah ouais, je profite de moi. Ah, c'est écrit un peu bizarre. Ton grand-père, il écrivait bien. T'es méchant, toi. Oui, c'est pas de ma faute, il savait pas écrire. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de cette lettre? C'est bien beau de l'avoir trouvée, mais... Bah, on pourrait l'emmener demain en cours d'histoire. Ouais. Pour le montrer à la prof. Oui, pourquoi pas? Si tu veux. Hier, on était chez Clémentine et dans le grenier, on a trouvé une lettre. Regardez. Vous avez trouvé ça dans le grenier ou ça? Dans les boîtes. Dans les boîtes? Et vous savez ce que c'est? C'est des lettres de la guerre. C'est marqué avril 1916. Vous savez de quelle guerre il s'agit? La Première Guerre mondiale? Et vous savez quand elle a eu lieu, la Première Guerre mondiale? Non. 1914, ça vous dit rien? On est en quelle année? 2014, donc cette année c'est la commémoration du centenaire. Et ça va être l'occasion justement de travailler un peu sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez connaissance d'autres grands-parents qui ont peut-être fait la guerre? Non? Ben, vous allez demander. Vous sortez votre agenda pour la semaine prochaine. Vous allez demander vos grands-parents
si leur père a fait la guerre ou pas. Et peut-être que vous trouverez aussi des sources, des lettres. Demandez les grands-parents. Et vous allez chercher ce que c'était la guerre des tranchées. Comme ça, la semaine prochaine, on peut aller travailler un petit peu en salle informatique, faire des diaporamas. Voilà. Moi j'aime bien ta bague. Meredith, c'est pas ton nom qui est là? Fedita, Stéphane. Tu vois? Ah ouais. Et attends, c'est pas le nom à Mike ça? Robert, non? Qu'est-ce que nos enfants là? Ouais, j'en ai aucune idée, c'est quoi ce truc? Regarde soldat. Soldat, caporal, maréchal des logis. C'est quoi ce truc? Là, c'est le nom d'Anthony aussi. Ouais, c'est le nom d'un truc. Hé Anthony! Anthony, regarde, il y a ton nom là. Vous parlez de quoi? Là. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Mais vous êtes toujours en retard. C'est toujours en retard. Ouais, c'est des Premières Guerres mondiales, je sais pas, on a vu tout le monde là. C'est ton grand-père. Son grand-père, je pense pas, peut-être son arrière-grand-père. Son arrière. souvenez que vous avez de ce qu'on vous a raconté à propos de la Première Guerre mondiale? Je vais parler, c'est mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et ce que j'ai entendu parler, c'est ma mère, sa fille, qui m'a parlé de lui parce qu'elle avait une grande admiration pour ce combattant. Moi, je me souviens, parce que j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec lui. Hein, je devais avoir, quand il est décédé, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et donc, chaque fois qu'il avait l'occasion de venir, soit il venait, parce qu'il habitait pas très loin de chez nous. Donc, l'après-midi, il venait après l'école. Et puis, il nous racontait tout le temps des histoires de guerre, ce qu'il a vécu. Donc, votre grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale. Il a fait la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, il a toujours parlé de la guerre 14-18. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous sont restés de ce qu'il vous racontait de cette époque? Enfin, lui, il n'a pas eu le temps de combattre. Mais il a respiré du gaz. C'est un séquel jusqu'à la mort. Mais il était bien heureux. Il est mort comme il est né, tout entier. Ah, vous aussi? Il vous en a pas... Quand vous étiez enfant, il vous en parlait beaucoup? Ah oui, il nous racontait des trucs. Il est bien parlé. Pas comme, il ne parlait pas comme un héros, mais il est bien parlé parce qu'il a connu certaines choses, il a eu des échanges particuliers, il a combattu pour la France, aux côtés des soldats français. La fierté. Enfin, il y avait plutôt une fierté. Alors ce qu'il y a, c'est que ma grand-mère, c'est-à-dire sa femme, a très très peu parlé de lui. Et je pense que la cohabitation avec lui devait être difficile, je pense.
Enfin, je pense. Mais elle m'a très peu parlé de... Ma mère m'a très peu parlé de... Enfin, ma grand-mère m'a très peu parlé de lui. Donc c'était très curieux. Il y a pas... La transmission se fait de père en fille. Hein. Alors que la grand-mère a été assez muette là-dessus. Parce que je pense qu'elle a dû souffrir également, parce qu'elle a dû l'attendre. Elle a dû l'attendre pendant 4-5 ans, si c'est pas plus, enfin, etc. Château Saint-François, il n'y avait pas de voiture à l'époque, c'était un char à bœuf, on allait faire c'était des petites courses pour la semaine. Moi j'étais gamin. Et puis ma maman s'arrangeait, enfin le dimanche on descendait, on allait un char à bœuf. Faire les courses à Saint-François. Ma maman faisait des petites courses pour la semaine. Avec très peu d'argent, on était malheureux comme la pierre. Même mon père, qui était un homme tellement, je sais pas, et puis il avait plein des amis, même à Saint-François, qui, enfin je ne sais pas s'ils ont battu la guerre comme mon père exactement, mais ils s'est rencontrés au moment de la guerre, la bonne enfant dit là. Et bébé de mille, l'école là-bas. Donc, mon père, il laissait ma maman faire ses affaires et puis il allait voir ses vieux amis de longue date. Et puis, le plus souvent, ma maman m'envoyait le chercher, mais je savais où le trouver. Hein. Et puis c'est comme ça, mais il passait la journée. Il allait voir tous ses copains. Et puis il buvait leur petit coup. Et là, il racontait des ces histoires. Les vieux, quoi. Ouais. Je pense que ce qu'ils nous racontaient et ce qu'ils se racontaient entre eux, c'était tout à fait différent. Est-ce qu'il a parlé aussi du départ de Martinique sur les bateaux? Parce que ça devait être une grande première pour plein d'Antillais. C'était un déchirement. C'était un déchirement et ça, on n'a pas... Ma grand-mère n'a jamais voulu en parler parce qu'elle était déjà fiancée et elle ne voulait pas en parler, c'était un déchirement. Donc c'était adieu foulard, adieu madras, mais elle n'a jamais fait état. Comme j'ai mon père qui a participé à la guerre 14-18, on nous a raconté un peu la guerre, mais il n'a pas eu le temps de combattre en arrivant. On avait cessé le feu, les gens partaient sur les quais de Pointe-à-Pitre, c'était triste, il y avait des mamans qui pleuraient, enfin toutes les familles étaient inconsolables. Ça m'a poussé à faire la chanson. Et il partait comment? C'était en bateau. Ah oui, oui, sur le bateau, à l'époque c'était le bateau. Quoi. Ça devait être déjà quelque chose, le voyage. Oui, la famille était désespérée. Ben oui. Vous savez quand même, c'est pas... Hein? Et quand on est ici, je sais pas combien de 1000 kilomètres, et je sais que c'est la guerre qui tourne. Hein? Cette guerre de 14-18 a provoqué beaucoup de discussions. Il ne faut pas croire que les gens se sont enrôlés, la fleur au fusil, etc. Il y en a qui voulaient aller à la guerre en France et dans le monde, et d'autres qui refusaient. Il y a des gens aussi qui sautaient l'index, comme c'est avec ça qu'on touche la gâchette, qui ne pas aller à la guerre. Oui, avec un personne. On va partir vraiment Guadeloupe pour se suicider. Ouais, comme ça il est infirme. Il ne peut pas participer. Il y a des gens qui sont pendus. Il s'est créé une rupture, une fâcherie terrible entre mon grand-père profondément français, qui en participant à la guerre de 14 voulait montrer l'honneur de la Martinique, en même temps l'honneur de la France. Vous voyez, on est dans cet esprit-là, et ce frère déserteur qui était la honte. Mère, je t'aime de tout mon cœur et je veillerai toujours sur toi depuis les cieux. Merci de m'avoir mis au monde et m'avoir permis de vivre et servir mon pays. Un frère qui est parti, oui. Mais qui n'a pas été sur les fronts. Qui est mort en Serbie. Ah, c'est lui qui a le Fanfon. Ouais, à Cantin-Plat. Ah, d'accord.
Oui, il était sur le fond aussi, effectivement. Vous connaissez comment il s'appelle? Mais c'était pas rare, non? Fétida Louis Stéphane. Stéphane, le gars du Fanfan. Le gars du Fanfan. C'est lui quand il est parti à la guerre. Il avait ses cabris, ces animaux qui s'attachaient à la pointe des châteaux. Eh bien, ça, c'est sûr, plutôt. Il marchait partout dans des petits sentiers. Partout où Stéphane passait, il savait à peu près, il passait la journée en train de pleurer, les enfants. Tu as tout ça? Et qui a été mon nom à lui moi. aussi, je l'ai connu. Mais Fétida Victorin Pépin. Il n'a pas fait grand-chose. Non, pas grand-chose. Il a fait qu'un aller-retour apparemment. Et puis, Lui, c'était un coquin. Il a dû inventer quelque chose. Il était peut-être blessé. Non. Je ne sais pas s'il a le temps de même toucher un arbre. C'était un malin. Mais non, il n'a pas fait grand-chose. Il a dû imaginer quelque chose. La canne à sucre, aller vendre la canne à l'usine Sainte-Marthe, en Charabeu. Moi-même, je l'ai fait. Et puis voilà. C'est le gars qui a bien galéré, oui. Alors, il est revenu vivant en Martinique. Et avant de partir à la guerre, il avait connu une jeune fille, une très jolie mulâtresse. Et il était devenu un héros, absolument un héros. Et il est allé au marin demander la main de cette jeune fille et ils se sont mariés. Cette jeune fille a eu 2 frères qui sont morts au combat pendant la guerre, cette guerre mondiale. Et cette mort a été dramatique pour ces morts ont été vécues de façon dramatique pour les Martiniquais, parce que normalement on fait des veillées et c'est des morts qui sont revenus avec des plaques d'identification, mais les corps ne sont jamais revenus. Mon très cher et estimé papa, ce n'est pas de ma main que je t'écris cette lettre, car je suis sur le point de mourir. Il ne me reste qu'1 ou 2 jours tout au plus à vivre. Je suis actuellement à l'hôpital de Perpignan. Les médecins m'ont diagnostiqué une pneumonie. J'espérais mourir vers 70 ans et pas à 31 ans. Mais malheureusement, tel est mon destin. Comme je te l'avais promis, les Boches n'ont pas eu raison de moi. En effet, c'est une pneumonie qui m'emporte. Ici, nous sommes des centaines, voire des milliers hospitalisés. Mon voisin a été mutilé par des obus. Il a été défiguré. Ici, tout est propice à la dépression, mais très rares sont ceux qui perdent la raison. En effet, ici, nous nous serrons les coudes et personne ne me traite de macaque. Je crois que même si je n'ai pas changé grand-chose, j'ai acquis le respect de ces gens. Ces soldats qui, comme moi, sont venus se battre pour leur mère patrie qui est la France. J'espère que ce pays pour lequel je suis mort me rendra hommage. J'espère également que l'envahisseur sera repoussé et par-dessus tout, j'espère que les Noirs seront enfin traités comme l'égal des Blancs. Je tiens à te dire que mes dernières pensées sont pour toi, papa. Je voudrais insister sur le fait qu'ils ont été enrôlés, mais pas comme des hommes. Des hommes avec un état civil, ils ont été enrôlés comme des indigènes. Nous avons parlé de problème de racisme auquel il aurait été confronté. Non. Il y avait quand même. Oui, mais il n'y a pas de Martiniquais parvenu. Mais peu importe, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il t'a dit. Oui, oui. Ça a toujours été une histoire de Martinique. Même dans l'armée. Pas oui. Pas oui. Vas-y, raconte ce qu'il dit. Non, mais il me disait ça, il nous disait ça, que les Martiniquais sont un petit peu
Pas pour l'air, c'est une Martiniquaise. Non, je suis pas martiniquaise. Ou pas comprendre? Non, je suis pas Et même martiniquaise. si. Non, mais c'est une réalité, c'est vrai. Pas niveau Non, il y a plus. Oui, ça a été. Moi-même, j'ai fait mon service militaire avec les Martiniquais aussi, mais ils sont un peu faillots. Connais-toi faillots? Mais c'est étonnant, c'est-à-dire que ça bloquait plus avec les voisins, entre guillemets, Ben oui. qu'avec des gens. Qu'avec du bouillon. voilà, comme ça. On ne peut pas s'empêcher. Alors, les tranchées, donc en fait, c'était leur seule façon de s'abriter en fait. Hein. Et puis c'était affreux, c'était les morts, c'était la boue. La boue, c'était les conditions dans lesquelles ils étaient dans les tranchées, ils se retrouvaient parmi les morts et tout. C'était affreux. Et là, à ce moment-là, vraiment, ils devenaient tristes. La mort nous guette à chaque instant, et lorsqu'elle nous frappe, c'est la délivrance. L'hiver fait rage dans les tranchées. Je ne me sens pas bien. J'ai froid, j'ai chaud, je n'arrête pas de tousser. Nos pieds enflent avec le froid. J'ai l'impression que mes chaussures sont soudées à mes pieds. On vit avec les rats, les poux, les cafards. L'odeur putride des dépouilles et des excréments devient insupportable. On ne sait même pas dans quoi on marche. Les Allemands nous bombardent d'obus, j'en suis presque sourd. Certains soldats en ont même des éclats ancrés dans leur tête. D'autres, pour quitter cet enfer, se mutilent pour être évacués. Mais ils meurent souvent de gangrène. Je n'en peux plus, je veux mourir, même le sort serait plus agréable. Les assauts sont répétés, je ne sais pas comment, j'ai fait demeurer en vie dans ce carnage. Mon très cher papa, le courage m'a toujours aimé, mais la flamme ardente que je portais en moi lors de mon départ s'éteint peu à peu. Ton fils, Abel Marguerite. Grand-père sur le champ de bataille des Dardanelles. Il a fait la guerre des tranchées et c'était le lieutenant qui montait, d'après ce que ma mère m'a dit, parce que tout ça, c'est ma mère qui me l'a transmis. Le lieutenant allait à l'avant, baïonnette en l'air, et ce lieutenant, à un moment donné, il tombe et ses intestins sortent. Et mon grand-père qui était à l'arrière, un peu derrière lui, va le prendre, va demander de l'aide pour le transporter en arrière de la tranchée. Chère maman, cet endroit mouillé, humide, avec plus de 30 cm d'eau qui nous rend les pieds crasseux, enfouissant nos chaussures dans la boue profonde. La pluie qui fait fondre la tranchée enfouit les cadavres empilés. Il y a aussi l'hiver glacial. Aux yeux des Français, de l'arrière comme de l'avant, des officiers comme des soldats, la tranchée est un refuge. Elle protège. Oui, mais c'est faire du froid parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils allaient avec Cambodge. Ils ne connaissaient pas. Ils parlaient du froid, ils ont beaucoup souffert du froid, effectivement. Oui, mais c'est aussi un véritable garde-manger pour les rats gavés de chair humaine qui, l'hiver, quand la terre est gelée, s'attaquent à nos musettes. L'été, ce sont les essaims de mouches vertes qui empoisonnent notre quotidien. Mais il y a aussi des poux qui nous envahissent la tête et nous grattent jusqu'au sang. J'ai hâte de te revoir et te serrer dans mes bras. Stan. Il m'avait souvent il me parlait souvent de voir les Allemands mourir de l'ennui. Ouais. Sinon, l'inverse, les Allemands tuaient les Français. Il a vu tout ça. Lui-même, personnellement, c'est tout juste. Il n'a pas subi les conséquences. C'est sorti, c'est un essor. Mais il a vu tout ça dans ses propres yeux. Les gens qui meurent comme ça. Les Allemands ont tué, mais les Français ont tué les Allemands. Quand
Mon grand-père nous a parlé de la guerre d'Algérie, de la guerre 14-18, des parents qui sont partis à la guerre. Il y a ceux qui sont retournés, ceux qui sont morts. On nous a plus ou moins informés de ce qui s'est passé. Oui, j'ai un monsieur un peu plus grand que mon grand-père. Il m'a parlé, enfin, il nous a parlé de la guerre d'Ardanel, comment la guerre était sanglante, la guerre, comment le sang coulait comme si c'était une ravine qui descendait. Et puis, mais l'atrocité de l'atrocité, c'était ces entrailles hein, qui, moi, qui jusqu'à maintenant m'ont frappé. Quoi. Chère épouse, je crois que c'est la dernière fois que nous nous parlons. Je suis blessé à l'estomac et je suis en train de perdre mon sang par terre. On est en pleine bataille, c'est la bataille de la Somme. Dis à notre fille que son père l'aime. Je t'aime, chérie, ne l'oublie jamais et tâche d'être heureuse. Je t'aime, Auguste. Et c'est là que lui qui était très religieux, en plein champ de bataille, en pleine bataille, il lève le poing en l'air et il dit s'il existe un Dieu, ce Dieu est un salaud. Et ça, c'est une parole qui a été transmise, qui a été transmise par ma mère, qui est parvenue jusqu'à moi. À cause des atrocités. Oui, il a abjuré la religion. Mais vraiment de façon très, très, très profonde, très, très, très grave. Hein. Et d'autant plus qu'il a rencontré d'autres religions, l'islam, avec ses camarades de guerre algériens. Il a vu qu'en dehors de la Martinique, il y avait des gens qui étaient bien également, très, très bien. Donc cette guerre lui a permis de sortir de son contexte insulaire. Ça, c'est ce que les gens ont dit, justement. Ah bon? Ils ont dit Fétida Turan, c'est celui qui est revenu avec son fusil. Oui, tout à fait. Quoi? Vous avez dit ça? Oui, c'est ce qui se dit. Quand j'ai demandé, ils ont dit Fétida Turan, c'est celui qui a ramené son fusil. Ouais. Après, ils m'ont rien dit de plus, mais ils ont dit il habite ici. Voilà. Ah bon? Vous êtes bien renseigné. On fait l'enquête. Et c'est avec ça qu'il tirait sur. Je ne sais pas comment il a fait pour traverser avec son arme. Ah oui, c'est un mot qu'il il devait rendre le matériel. C'était des quarts, des gourdes métalliques, des boutons, son képi, enfin, des choses comme ça. Elle a toujours, enfin, elle a gardé. Oui, elle les a toujours. Que dans les tranchées, non seulement on mangeait des rats, on buvait n'importe quoi, mais on parlait. Donc c'est ça. C'est ce qu'il faut bien retenir, c'est que on parlait entre l'internationalisme a commencé dans les tranchées. Il a gardé un merveilleux souvenir de Madagascar, de l'Algérie. On parlait surtout de cette camaraderie, de ces rencontres, de ces échanges, dans le contexte bien sûr de la guerre. Mais il en parlait beaucoup. Il avait gardé des amitiés? Il avait gardé des amitiés. Très, très, très. Oui. Des gens qu'il avait de métropole ou de Guadeloupe? De métropole surtout, oui. Mais même aussi des Antillais, des gens de Saint-François, même que j'ai connu moi-même. Le jour de la mort de mon père, elle avait près de 100 ans, mon père, et monsieur, l'ancien colonel Plaisance, il a donné toutes ses forces pour faire un service super avec des drapeaux militaires. C'était comme c'était du jamais vu. Et moi, personnellement, même les ceux qui étaient plus grands que moi, n'avaient jamais vu ça. Lorsqu'on est jeune, on voit que la vie est vaste devant soi. On se sent bien, mais après c'est le sort, c'est le bon sort qui tombe. On a de la chance, c'est le mauvais sort qui passe aussi.
événements marquants du XXe siècle, cette guerre, parfois qualifiée de totale, a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a provoqué plus de morts et causé plus de destruction matérielle que toute autre guerre antérieure, amenant de profonds changements politiques, lesquels ont profondément modifié le cours du XXe siècle. Elle a causé l'effondrement des empires austro-hongrois, russes et ottomans. L'empire allemand a disparu. Conséquemment, les cartes de l'Europe et du Moyen-Orient ont été redessinées. Des monarchies ont été remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques. Pour la première fois, une institution internationale a été créée dans le but de prévenir les guerres. La Société des Nations. Debout les amis de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonnant contre la terre, c'est les ruffians de la faim, du passif faisons table rase, tous les esclaves debout, debout, le monde va changer de voie. Nous ne sommes rien, voyons tout.